Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Ce soir, on parle d'un ouvrage, Au-delà de tout clivage, regard croisé sur le Maroc de demain. C'est le titre de ce livre écrit à quatre mains par Tariq El-Melki et Nabil Adil et qui vient d'être publié aux éditions Afrique-Orient. Les deux co-auteurs, docteur en économie pour le premier et chef d'entreprise pour le second, posent leur constat lucide sur le Maroc d'aujourd'hui et proposent des pistes de réflexion pour répondre aux principaux défis qui se posent, que ces défis soient géopolitiques, institutionnels, économiques, mais aussi et peut-être même surtout sociaux et éducatifs pour n'évoquer que cela. Et pour nous présenter cet ouvrage ce matin, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau un des co-auteurs, justement, M. Tariq El-Melki. Vous êtes donc docteur en économie et vous êtes directeur de développement des relations internationales et de la recherche scientifique au groupe ISCAE. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, Monsieur El-Melki, je voudrais juste lire le tout début de votre introduction qui pose donc un peu la philosophie de cet ouvrage. Vous dites « Cet essai est le fruit d'un débat franc, dense et sans concession entre deux visions du Maroc, deux modèles de réforme et de projets de société. Le premier projet conservateur et solidaire puise dans les constances historiques, religieuses et authentiques de la nation, tout en s'ouvrant sur le monde, mais sans s'y diluer. Le second projet progressiste et moderniste est ouvert, tolérant et sacralisant les libertés individuelles et collectives. » Alors finalement, ces deux visions, c'est un peu à l'image de ce Maroc où l'on oppose souvent les progressistes et les conservateurs. Tout à fait. Le clivage qui s'impose aujourd'hui au Maroc plus que jamais n'est plus un clivage droite-gauche, comme ça pouvait l'être le cas par le passé. Aujourd'hui, donc à la lumière de l'évolution de notre société, à la lumière de l'évolution du débat politique, surtout depuis les dernières élections, j'aurai l'occasion d'y revenir parce que le point d'origine de l'idée qui nous a poussé, mon collègue et moi, à rédiger cet ouvrage, c'est justement la situation qui prévalait pendant les dernières élections où nous assistions véritablement à la résurgence d'un clivage que nous pensions dépasser ou qui n'existait pas, en tout cas dans un pays comme le Maroc, donc à savoir le clivage conservateur versus moderniste. Mais encore plus que cela, moi je dirais que le point d'origine de l'idée qui nous a poussé à coécrire cet ouvrage, c'est surtout la situation, l'indigence et la médiocrité intellectuelle qui caractérise et qui polarise le débat public aujourd'hui. Ce n'est pas tant qu'il y ait un débat entre conservateurs et modernistes, le problème c'est qu'il n'y a plus d'idées. Donc nous assistons aujourd'hui, plus que jamais, à un combat de coq dans une arène politique qui devient désespérante, qui devient médiocre. Et je pense que ce livre est une réponse à un appel de notre jeunesse qui déserte aujourd'hui l'espace public quand elle ne déserte pas tout bonnement le Maroc. Donc c'est un appel, un cri du cœur donc adressé à toute l'élite politique pour leur dire assez de prendre en otage ce pays, assez d'insulter l'intelligence collective des Marocains, car les Marocains valent plus que cela. Et donc modestement, nous sommes partis d'une situation également internationale, parce qu'on ne peut pas proposer des pistes de solutions dans le contexte marocain si on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous. Et comme vous le savez, l'ordre mondial devient chaotique, il est mu par des problématiques de fond, le terrorisme, l'instabilité militaire, la crise économique et financière, la crise écologique, la montée des populismes et les extrémismes aux États-Unis, en Europe. Donc on ne peut pas comprendre ce qui se passe chez nous si on n'a pas donc une bonne lecture de ce qui se passe ailleurs. Et en tant qu'intellectuel engagé, parce que je voudrais aussi dire que ce livre, il est politique, c'est un essai. Je suis donc, comme chacun sait, un acteur politique engagé à gauche dans les mouvements de progrès. Donc cet ouvrage, c'est un peu d'une certaine manière, je dévoile la vision du Maroc que je souhaite pour mes enfants pour les 10, 20, 30 prochaines années. Alors, vous avez fait le choix, pour répondre à toutes ces problématiques que vous venez d'évoquer, et puis on va y revenir, elles sont nombreuses, de répondre chacun séparément à chaque thématique. Alors,
c'est un procédé qui est original. C'est une réponse au sectarisme et à une frange de la société qui pense détenir le savoir absolu, alors même que notre pays repose depuis 14 siècles aujourd'hui. Nous n'avons pas attendu ces 5 dernières années pour nous poser la question, sommes-nous progressistes ou conservateurs? Nous sommes les deux. Le Maroc, fort de son histoire, fort de sa culture, ancré dans la civilisation monde et ancré également dans ses racines africaines. Donc nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc moi je dénie à quiconque de venir aujourd'hui imposer une vision sous prétexte, un prétexte fallacieux, que les résultats électoraux nous ont donné donc nous auraient donné la légitimité d'imposer une vision plutôt qu'une autre. Non. Le Maroc appartient à tout le monde et n'appartient à personne. Donc l'idée de cet ouvrage commun, c'est de pouvoir prendre à témoin l'opinion publique et dire que oui, il y a des clivages dans beaucoup de domaines. Nous avons travaillé sur les relations internationales, sur l'éducation, le modèle de société, sur le modèle de société, sur la jeunesse, parce que je tiens aussi à dire que cet ouvrage est dédié à la jeunesse, qui est le parent pauvre des politiques publiques, la jeunesse qui est dans une situation de désespérance absolument ahurissante. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre à témoin cette jeunesse et leur dire justement qu'il y a aujourd'hui des raisons d'espérer dans un pays qui, malgré les difficultés, recèle un certain nombre d'atouts. Et l'un des plus importants atouts, c'est bien elle. Donc voilà, donc le principal message, la méthodologie employée, c'est de pouvoir dire que nous sommes capables, en tant que Marocains, de dialoguer dans le respect du point de vue, dans le respect des différences aussi, dans le respect des différences et dans le respect donc des points de vue de tout un chacun. Donc c'est un formidable message à une frange politique qui se croit investie d'une mission quasi divine. Alors, sur la jeunesse, justement, avant d'en venir au sujet dont on parle plus souvent, qu'on a l'habitude d'entendre, le développement économique, le changement de paradigme en géopolitique. Mais d'abord, un mot des sujets sociaux et surtout de cette jeunesse dont vous parlez beaucoup dans cet ouvrage. Le constat est dressé. Maintenant, sur les propositions et parce qu'il s'agit quand même du Maroc de demain, c'est ce qu'il y a dans le titre. Quelles sont les pistes de réflexion et de propositions pour cette jeunesse? D'abord, 2 minutes sur le constat. Ce serait utile de le rappeler à nos auditeurs, parce que c'est ce qui fait la force de ce livre, c'est la crédibilité des acteurs. Donc nous sommes tous les deux enseignants, chercheurs en économie, en géoéconomie. Donc je disais que ce livre s'adresse à la jeunesse, n'est pas uniquement un slogan, parce que très souvent, depuis 30 ans, on parle au nom de la jeunesse, on organise des colloques au nom de la jeunesse, mais qui aujourd'hui, quel acteur politique aujourd'hui est capable de parler à la jeunesse, dans la mesure où il faut d'abord comprendre ce que vit cette jeunesse. Et cette jeunesse, sans exagérer, est dans une situation de désarroi et de désespérance morale, intellectuelle, économique, matérielle, absolument indicible. Donc moi je préconise un choc à travers la mise en place d'un pacte national qui engloberait donc l'ensemble des acteurs publics, privés, la société civile, pour justement faire de cette jeunesse le centre des politiques publiques pour les 10, 15, 20 prochaines années. Et ça doit être la priorité absolue? Ça doit être, à mon sens, la seconde priorité nationale après la question du Sahara. Et la réponse ne peut pas être donnée à travers le cadre rétréci d'un ministère de la jeunesse ou d'autre chose. L'idée de pacte national ou d'un contrat, c'est justement quelque chose qui engage. Et ce pacte, il aurait bien évidemment plusieurs composantes. La composante emploi, la composante économique, la composante culturelle, la composante artistique, parce qu'il ne faut pas oublier que les sports et la culture sont des éléments d'insertion dans la société extrêmement importants pour combattre justement toute forme d'extrémisme, qu'il soit ici ou ailleurs. Alors, si on prend uniquement le volet économique, moi je considère, et me basant un petit peu sur mon expérience modeste en tant qu'enseignant étant en contact avec cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette jeunesse vous dit qu'elle ne veut plus vivre comme ses parents. C'est une jeunesse qui est hétérogène, donc d'abord il n'y a pas une jeunesse, il y a
plusieurs jeunesses. Elle est d'une certaine manière complexe à appréhender dans ses comportements. Les valeurs ont changé. Nous avons affaire à une jeunesse qui est de plus en plus autonome et qui d'une certaine manière, est en capacité, en volonté de prendre beaucoup plus de risques, une jeunesse indépendante, une jeunesse qui est férue de nouvelles technologies de l'information, tous autant que nous sommes, qu'on soit acteurs politiques, que nous soyons membres de la société civile ou autres. Nous devons donc apporter des réponses adéquates. Donc moi, sur le plan économique, je propose, sans plus tarder, l'adoption d'une loi, une sorte de contrat de première embauche, parce que nous avons, en discutant avec ces jeunes, en étudiant un petit peu ce qui se passe autour de nous, que le principal problème aujourd'hui, c'est l'insertion professionnelle à travers la capacité de décrocher le premier emploi. Aujourd'hui, il faut une loi pour permettre aux entreprises d'embaucher les jeunes lauréats à travers donc la mise en place d'un certain nombre d'incitatifs, un peu ce qui s'est passé sur le modèle français à travers le contrat de première embauche. Il y a aussi toute la question des stages de pré-embauche à régler. Il faut savoir que 2 jeunes sur 3 aujourd'hui ne voient pas, on va dire, la transformation du stage de pré-embauche en emploi pérenne et durable, alors que ce taux a doublé en l'espace de 5 ans. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait une loi qui engage les partenaires sociaux, l'État et le secteur privé. S'agissant également des problèmes matériels des jeunes, il faut aujourd'hui une allocation, comme c'est le cas dans plusieurs pays développés ou en développement, qui permettent aux étudiants d'assouvir leurs besoins matériels à travers également la prise en charge de l'assurance maladie. Il y a également, pour terminer, le volet entrepreneuriat et intrapreneuriat. Aujourd'hui, les formes de travail au niveau des jeunes, elles sont complètement chamboulées par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le salariat n'est plus le mode d'organisation du travail prisé par les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes veulent être responsabilisés, veulent être autonomes, veulent entreprendre. Donc il faut également la mise en place d'un écosystème entrepreneurial qui permette aux jeunes de créer leur entreprise et surtout de la pérenniser. Donc voici un certain nombre d'exemples, il y en a beaucoup d'autres, sur le plan institutionnel, la mise en place d'un service civil obligatoire, je propose également cela, l'adhésion des jeunes dans les partis politiques. Ne dites pas tout, il faut que les gens puissent en tout cas, il faut donner l'envie. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi longue parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'entretien, mais le sujet méritait la jeunesse marocaine. La jeunesse est véritablement le sujet phare des 10-20 prochaines années. Sans jeunes, on ne peut rien faire, on ne peut rien construire. Merci beaucoup, M. Tarek El Malki, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Au-delà de tout clivage, regard croisé sur le Maroc de demain. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies ? Tout à fait, donc il est disponible dans toutes les librairies du Maroc, donc à Rabat, Casablanca, toutes les grandes villes, et j'espère qu'il sera distribué dans tous les recoins du Maroc, dans la mesure où il sera traduit en langue arabe. Merci beaucoup, Monsieur El Malki. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée à tous.